Bonjour, merci de nous faire confiance sur New World TV pour votre émission hebdomadaire Le Monde en 7. Nous allons parler de ces Afghans accueillis en Afrique sans conséquence. Le Tchad dialogue avec les groupes rebelles. Pour quels résultats? On va également parler du Burkina Faso, procès du dernier gouvernement Compaoré, les enjeux. Et puis on termine par le Togo. Justice, le président de la Cour suprême tire sur la sonnette d'alarme. Avec nous ici pour décortiquer au peigne fin ces sujets, Sogoyou Kegewe, ancien diplomate et journaliste, Spero Maoulé, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie, et Fioklou Adanglenou, directeur de publication de l'enquêteur. Chers invités, bonjour. Bonjour Tapa, nous allons très bien et nous estimons qu'il en est ainsi de nos téléspectateurs. Frère Spero, vous allez bien? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Fioklou Adanglenou. Oui, par la grâce de Dieu, je me porte bien ce matin. Ouais. Mes salutations aux téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV. Allez, un premier groupe de 51 réfugiés afghans a débarqué en Ouganda pour être accueillis temporairement à la demande des États-Unis d'Amérique. Tout comme l'Ouganda, le Rwanda également accueille les personnes évacuées d'Afghanistan et qui ont fui les troupes suite au renversement du gouvernement afghan par les talibans. Alors, l'Afrique, disons, accueille ces talibans sous demande des États-Unis. C'est là où je n'ai rien compris, finalement. Non, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Ce que l'Amérique veut, le monde le veut. Donc, je ne vois pas l'Ouganda ou le Rwanda s'opposer au désir de l'Amérique. Sinon, ça paraît tellement incongru quand vous prenez des talibans ou des Afghans, où tout le monde sait géographiquement où se trouve l'Afghanistan. À côté, quand tu prends toute l'Asie centrale, vous avez le Pakistan, vous avez l'Inde, vous avez l'Asie, le Tadjikistan, le Kazakhstan, des pays immenses, vides. Bon, il y a assez de place pour mettre même tous les habitants de l'Afghanistan qui ne sont pas talibans. Mais bon, pourquoi on les amène dans une région tropicale qui n'est pas leur région habituelle? Parce que j'ai peur qu'ils ne survivent pas tous bien en Ouganda. L'Ouganda, c'est un pays forestier, un pays humide, un pays infesté de moustiques. Autant de choses qu'un Afghan normal n'a jamais vu dans sa vie. Bon, maintenant, on les amène en Ouganda. Pourquoi en Ouganda ou pourquoi au Rwanda? Les États-Unis eux-mêmes ont un espace illimité où ils peuvent amener les choses, les Afghans. Et le monde arabe, puisque nous avons ici affaire à un peuple musulman, le monde arabe lui-même en lui-même est vide. Ils sont plus habitués à un paysage du genre Arabie Saoudite, Qatar, Yémen que Ouganda. Donc, pourquoi on les a amenés là-bas? C'est qu'il y a certainement un calcul derrière auquel nous ne sommes pas encore sensibilisés, nous ne connaissons pas encore, qu'on amène des talibans, des Afghans en Ouganda. Ça paraît bizarre. Voilà. Ça paraît bizarre, on attend plus de 2000 Afghans en Afrique. Spero Maoulé, on a peut-être toutes les raisons d'avoir peur. Non. Bon, moi je dis d'abord que ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. Il y a suffisamment de pays qui sont beaucoup plus proches de l'Afghanistan qui pouvaient les accueillir. Mais ce n'est pas non plus tout le monde qui est parti. Les réfugiés, j'allais dire, simples, normaux, vont forcément prendre les pays aux alentours. Mais c'est surtout les gens qui ont collaboré avec les Américains, les Anglais, etc., qui ne peuvent pas rester dans le pays et qui ne doivent pas rester très proches. Parce que c'est clair que quand les talibans vont s'asseoir, quand ils vont asseoir leur régime, ils vont chercher maintenant à consolider. Et pour consolider, il faut attaquer un peu ceux qui auront dit des collaborateurs. Et donc, naturellement, il y aura des représailles. S'ils sont dans des pays proches, donc identifiables très facilement, on peut les récupérer et puis les tuer. Donc, j'imagine que c'est pour cela que les États-Unis ont voulu qu'ils arrivent. Bon, maintenant, les États-Unis n'ont pas envie non plus de ramasser tout le monde. Parce que forcément, il y aurait un ou deux talibans qui peuvent se glisser dans le lot. Et il y aurait donc un risque pour pouvoir faire encore des coups aux États-Unis. Donc, ils sont prudents. Il vaut mieux que le déluge ait lieu ailleurs. Donc, on envoie plutôt ailleurs.
Bon, maintenant ailleurs, et c'est là où je suis un peu inquiet. Parce que j'ai l'impression qu'on a choisi des pays qui ne sont pas du tout démocratiques. Des pays qui peuvent avoir un système d'autodéfense assez élevé. Vous prenez par exemple le Rwanda. On ne rentre pas au Rwanda comme on rentre dans les autres pays. Hein. Surtout si vous êtes affiché comme défenseur des droits de l'homme, vous êtes suivi au pas. Et donc, il y a tout un système sécuritaire qui est très fort là-bas. La même chose en Ouganda. En Ouganda, quand vous rentrez dans le pays, quand on vous étiquette, vous êtes suivi pratiquement tout le temps. Donc, c'est comme encourager nos pays africains à demeurer dans l'embastillement de leur pays. Et vous allez à l'Ouganda, à Kampala, il y a beaucoup de camps militaires. Et vous voyez beaucoup de militaires en tenue. Et donc, on sait que le président est un militaire. Absolument, absolument. Et qui dirige le pays d'une main de fer, sans aucune démocratie réelle. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui a justifié le choix. Et maintenant, la dernière chose que je voulais dire en attendant, c'est que prenez les gens qui ont été envoyés au Rwanda, les premiers. C'est simplement une école délocalisée. Moi, j'ai l'impression plutôt que ce n'est pas une simple école comme on le pense. C'est peut-être des gens qui sont dans les services secrets, qui sont préparés pour ça et qui peuvent donner des renseignements. Et donc, il ne faut pas qu'ils soient trop loin non plus, mais il ne faut pas qu'ils soient trop proches non plus. Et donc, c'est peut-être ce qui justifie qu'on ait choisi le Rwanda d'abord et l'Ouganda. Bon, maintenant, les deux pays-là, évidemment, je suppose qu'ils ont dû avoir des contreparties. Et donc, d'autres aussi vont chercher ces contreparties. Mais est-ce que les autres, là, offrent les mêmes conditions de sécurité que les deux, là? C'est peut-être ça qu'on va analyser. Donc, il y aurait forcément des conséquences, mais pas peut-être dans le sens que nous pensons. Monsieur Clou, à Danglenou, est-ce que toutes les dispositions sont prises? On a le cas là de ces Afghans qui sont arrivés en France et on a pu détecter quelques talibans. Oui, vous savez, avec la France, il faut avoir toujours en tête que ce pays ne joue toujours pas un franc jeu. Par contre, pour les Américains, ils ont une amitié très solide avec l'Ouganda et le Rwanda. Et ce qui veut dire que les États-Unis, dans les années 2000, ont permis à ces deux pays de rentrer dans la RDC pour des questions minières. Jusqu'à un certain nombre d'années, ils se sont repliés. Ils ont l'habitude de suivre, leurs officiers ont l'habitude de suivre des formations aux États-Unis et autres. Mais dans le cas d'espèce, les États-Unis ont envoyé des gens qui ont travaillé avec eux et ont voulu que ceux-là survivent. Et en dehors de ça, au Rwanda et en Ouganda, nous avons des réfugiés africains tels que les Soudanais du Sud et ceux de la RDC. Et c'est un pays sûr, comme l'a dit mon frère Spero. En quoi il est sûr? Personne ne peut venir faire des attentats là-bas. Kagame a envoyé ses éléments aller tuer ses opposants en Afrique du Sud. Ça, c'est le Rwanda, oui. Par contre, dans le cas d'espèce, que ce soit en Ouganda, que ce soit au Rwanda, on ne peut jamais avoir ces attitudes-là. Ce qui veut dire que les Américains sont très sûrs que ceux-là qui sont envoyés dans ces deux pays auront la paix et la quiétude. Quand ceux qui sont envoyés au Rwanda, il s'agit d'une structure, d'une école entière, les enseignants et les élèves. C'est là où moi, jusqu'à ce jour, je me pose la question de savoir ce que c'est vraiment. Mais c'est clair, c'est les agents de renseignement qui sont formés là-bas. Les Américains jouent beaucoup sur ces choses-là. Ça va être les piliers. C'est les gens qui vont communiquer des informations maintenant. Quel genre d'informations? Les informations sécuritaires, les informations stratégiques. N'oubliez pas que... Sur l'Ouganda ou sur sur l'Afghanistan. Ils étaient en Afghanistan. Comment ils seront connectés? C'est clair, il y aura toujours des gens là-bas. Mais en plus, c'est peut-être une école qui forme pour ça. Et donc, quand ils vont finir d'être formés, au départ, ils disent qu'ils vont rester là-bas pour un temps. Donc, quand ils vont finir d'être formés, on va les réintégrer un à un. C'est pour ça que leurs identités ne seront pas données. On va les réintégrer. On sait simplement que c'est une école. Qui est dans l'école, on ne sait pas. Qui est l'enseignant, on ne sait pas. Peut-être les enseignants, mais pas les élèves. Quand on aura fini de les former, on va les renvoyer encore dans le pays.
Et ils vont continuer toujours par alimenter les sources d'information des États-Unis. Et c'est une bonne chose. Par contre, s'ils débarquent jusqu'aux États-Unis, ça va être très difficile de les faire revenir sans qu'on ne soit au courant. Voilà. Et là, de l'Afrique, du Rwanda, c'est plus facile de les faire passer, par exemple, d'abord en RDC, ensuite de les faire venir même à Lomé, de les faire repartir en Afghanistan. Le tracé serait déjà perdu. On ne saurait pas que c'est quelqu'un qui était venu de là. Et il va faire l'espionnage très simplement pour le compte des États-Unis. Parce que c'est trop facile. Mais écoutez, c'est pas toute l'école qui a collaboré. Donc, c'est sûr que c'est pas une école, au sens simple du mot, c'est forcément une agence qui forme des gens. On peut Vous avoir, voulez ajouter quelque chose? Bon, on a souvent l'habitude d'avoir les renseignements par satellite et autres, mais quand vous n'avez pas les renseignements humains, ça ne marche pas tellement. Par exemple, ce qui s'est passé en Afghanistan et que les talibans ont vite regagné Kaboul, les services de renseignement américains n'ont jamais vu ça, alors que les États-Unis sont les premiers pays pour les écoutes. S'ils avaient des gens sur le terrain, on aurait pu les informer que voici la situation. Surtout que l'armée régulière afghane n'a pas voulu combattre les talibans suite aux corruptions des chefs de tribus et des généraux de l'armée. Et les États-Unis ne peuvent pas combattre à leur place. C'est pourquoi Bush a jugé utile de regagner Biden. Et les gens crient que Bush a fait, que Biden a fait ceci, Biden a fait ceci. Alors que moi je rejette des fleurs. Celui qui a, on a dit, on attaque l'Afghanistan parce que ceux qui sont venus commettre l'attentat du 11 septembre sont venus de là. Et c'est qui? C'est Ben Laden. Ben Laden a été tué 10 ans plus tôt. Et alors, pourquoi encore rester là-bas? Et c'est le même cas qui se répète au Mali. La France ne peut pas combattre la place des forces armées régulières maliennes. C'est ça? Il faut que les autochtones, même ça sur le terrain, et les appuient. Ils ne sont pas sur le terrain, ce qui donne du champ à la France. Alors, doyen Sogoyou, Kegewe, Spero Maoulé a parlé tout à l'heure de contrepartie. Vous êtes un ancien diplomate. Dans ce genre de situation, c'est quoi la contrepartie? Qu'est-ce qui se fait sous-jacent? Oui, écoute, c'est donnant-donnant. Spero a insisté sur le caractère pas très démocratique des pays concernés. Que l'Amérique flirte avec eux déjà, c'est une contrepartie. C'est-à-dire qu'en d'autres circonstances, on les aurait isolés pour dire que ce n'est pas démocratique. Aujourd'hui, on ne les isole pas. C'est l'Amérique qui vient pratiquement se mettre à genoux pour leur demander des services. Donc c'est pour vous dire que quelque part, on privilégie ce qui est du bon sens. On privilégie la sécurité à la démocratie. Le Rwanda, l'Ouganda ont atteint des niveaux de sécurité fiables. Et compte tenu des dangers qui aujourd'hui menacent tout le monde à tout moment, il vaut mieux que tous nos pays aussi atteignent un tel niveau de sécurité sans toutefois mettre entre parenthèses l'élément droit de l'homme. Maintenant, les Américains en Ouganda, quelle est la contrepartie? Il y a beaucoup de contreparties. Elle est militaire, elle est diplomatique, elle est économique, elle est financière, elle est sociale. Donc, il faudrait avoir vu vis-à-vis donc des États-Unis. Des États-Unis, oui. Et puis moi, je ne sais pas, quel pays refuserait quoi aux Américains? Ben, c'est pas possible. S'ils étaient venus ici, moi, je serais même allé dans la rue applaudir. Donc, on ne peut rien leur refuser. Ouais. Donc, mais, moi, je dis ceci. Mais on doit faire attention quand même parce que un Afghan est un Afghan. Ça m'étonnerait qu'un Afghan soit comme un Libanais, un Indo-Pakistanais, un Turc, disons, les gens que nous, on connaît ici. Moi, je n'ai jamais vu un Afghan, je ne sais pas comment ils se comportent. Maintenant qu'on les oblige tous à être barbus, peut-être ce serait un élément. Un élément distinctif. Ce sont les talibans seuls qui sont les barbus, non? Pardon? Ce sont les talibans seuls qui sont non, les talibans obligent tous les hommes en Afghanistan à porter la barbe. Et toutes les femmes à se voiler. Voilà, c'est juste s'ils n'ont pas demandé aux femmes de pousser des barbes. Donc, comme ils sont barbus en Ouganda et au Rwanda, ce n'est pas un pays de beaucoup de barbus, ces pays-là. Mais bon, ils vont se démarquer dans la société. Et la tentation est grande qu'ils fassent du prosélytisme avec l'islam. Et ce n'est pas un islam normal. C'est l'islam rigoriste, genre wahhabite, genre machin. Bon. Bref, on sait même au départ qui finance ces talibans. C'est des tendances islamistes, saoudiennes, qataris. C'est eux qui les financent. Bon, on aurait dû même les envoyer tous au Qatar. Je ne sais pas en quoi ça aurait dérangé. Donc moi, je crois que la contrepartie, elle est multiforme.
et que les Ougandais, les Rwandais n'auront pas à se plaindre de ce que ces Afghans feront. Et comme les Afghans, ils sont de teint clair, teint, disons, blanc, bon, il leur sera difficile aussi de faire des coups tordus là-bas, parce que partout où ils passent, on le remarque. Alors qu'en Arabie Saoudite, au Yémen, au Qatar, bon, c'est difficile de distinguer un Afghan d'un autochtone. Bon, c'est bien, on vient noyer tous les blancs, ces blancs-là, dans une foule noire, pour qu'ils soient repérables à tout bout des gens. Mais bref, je me dis que dans un pays, cela peut arriver à tout le monde. Quand des gens ont besoin de trouver des terres d'asile sécurisées, parce qu'il y a la guerre chez eux, bon, quiconque les accueille doit être plus applaudi que vilipendé. Alors, Spero Maoulé, l'accueil de ces réfugiés afghans peut avoir aussi des conséquences en Afrique, lesquelles précisément? Doyen a essayé d'énumérer certaines. Bon, de toutes les façons, jusque-là, moi, je ne dirais pas qu'on accueille les réfugiés. On sécurise les collaborateurs américains. C'est pas la même chose. Des Afghans. Oui, et je suppose qu'ils vont être dans un programme financé par les États-Unis. Et donc, a priori, il n'y aurait pas de conséquences financières négatives pour les pays qui les accueillent, mais plutôt positives. Ensuite, je ne pense pas que c'est des gens qui auront la liberté de circuler. Je crois qu'ils sont, sont en plein travail. Ils sont en pleine formation. Je reste dans ma logique. Donc, je suppose qu'on va les former, donc on va leur apprendre à espionner. Donc, ce n'est pas des gens qui vont se circuler comme on pense. Et après, on va les réintégrer par à coup. Et donc, c'est un programme qui va être géré. Bon, a priori, si on reste simplement à cet effectif-là, ou s'il n'y a que les autres ciblés qui arrivent, je ne pense pas qu'il y ait des conséquences pour l'Afrique. Mais il y aurait peut-être des conséquences positives, entre guillemets, pour les pays qui les auront accueillis. Je ne pense pas non plus que les talibans soient, dans un temps très bref, assez forts pour aller attaquer, par exemple, le Rwanda et l'Ouganda. Ce n'est pas la première des choses. C'est vrai que les talibans ont cette facilité de convaincre les gens d'aller exploser avec des ceintures de dynamite. Mais je ne sais pas par où ils vont passer pour arriver au Rwanda, ni pour arriver en Ouganda. Si on avait pris un pays comme l'Égypte ou la Tunisie, où les gens sont presque de même pot, venir, ça va être très difficile, de les déceler. Mais là, quand on va vous voir, barbu ou non barbu, quand un blanc arrive au Rwanda, quand un blanc arrive en Ouganda, il est toujours tracé. Donc, il n'y a pas cette crainte-là. Est-ce qu'on ne pouvait pas penser la même chose d'autres pays d'Afrique? Je pense que l'Afrique de l'Ouest est assez minée par Boko Haram. Et donc, ça risque d'aggraver la situation. Donc, je ne suis pas sûr que l'option-là est faisable. Même si ça doit être fait, si on fait cette option-là, ça ne serait pas publié. Ça ne serait pas publié. C'est peut-être une dizaine de personnes placés dans un camp entretenu et puis ils vont repartir plus tard. Ça aussi, on peut l'avoir. Mais sinon, en général, je ne pense pas que l'Afrique ait quelque chose à être inquiète pour ces gens-là. Les vrais réfugiés seront dans les pays voisins de l'Afghanistan. Le Pakistan et autres. Oui, et Inde au maximum, tout ça là. Et donc, je ne pense pas que l'Afrique soit inquiète. D'ailleurs, l'Inde a accueilli tellement de réfugiés afghans. Choklou, on sort de ce sujet. Moi, je pense que même si on parle d'accueil, c'est trop dit, c'est un moment passager. C'est un temps passager pour les collabos des Américains. Et si ces Américains ont pu prendre cette option, c'est qu'ils ont jugé utile que ces collabos sont nécessaires et ont droit à la sécurité. Alors, on passe directement au Tchad où le dialogue national inclusif sera ouvert au mouvement politico-militaire. Mais déjà, des interrogations fusent au sujet de la concrétisation de la démarche. Dialogue avec les groupes rebelles au Tchad, pour quels résultats concrètement, Spero Maoulé? Non, je pense que c'est vrai que c'est toujours une spéculation. Il n'y a pas d'éléments sûrs. Mais en voyant comment, à un moment donné, Idriss, le père, a voulu tourner le dos à la France. Et on a dû faire venir Idriss, le fils, pour prendre le pouvoir.
Et alors que les rebelles étaient en train de progresser, je pense que il est dans l'intérêt de Idriss le fils de pouvoir ouvrir ce dialogue-là. S'il n'ouvre pas, surtout que lui-même, il n'est pas très apprécié pour avoir pris le pouvoir, ce que la société civile et les autres partis politiques ont assimilé à un coup d'État, il serait en très mauvaise posture et il serait précarisé s'il voulait ne pas faire d'ouverture. Même si au fond, ce n'est pas une ouverture, entre guillemets, de bon cœur. C'est une ouverture qui me semble très forcée et il est obligé de le faire. En tout cas, il n'est pas obligé de... Je ne pense pas qu'il soit pressé de faire le dialogue. Mais le simple fait de dire qu'il veut faire le dialogue, ça tempère un peu les ardeurs des uns et des autres. Et là, il commence par avoir le champ pour asseoir son pouvoir à lui aussi. Mais dans tous les cas, les rebelles aussi doivent jouer franc jeu. Parce qu'ils savent que la France, Macron a fait une phrase qui a eu une porte ouverte. Il vaut mieux profiter en même temps de ça. Sinon, si Macron s'allie encore avec le fils, ils auront vraiment de sérieux problèmes. Et donc, je pense que tout est prêt pour qu'on commence peut-être un dialogue. Mais je ne suis pas sûr que c'est un dialogue qui va s'ouvrir pour que Idriss fils parte, mais pour que Idriss fils se consolide. Et c'est en cela que le dialogue va être très compliqué, parce que je ne vois pas non plus l'opposition souhaiter que Idriss fils demeure. Alors, Fioclou, Spiro a parlé de problèmes. Les problèmes, visiblement, ont commencé parce qu'on a vu les autorités tchadiennes qui ont pris langue avec celle de la Libye pour sécuriser la frontière entre les deux pays. Or, c'est le couloir de ces groupes rebelles. Oui, le problème, c'est que la majorité des Tchadiens n'a pas accepté la montée d'Idriss fils. Fils au pouvoir. Avec les déclarations de Macron, la société civile, les partis politiques ont commencé par manifester régulièrement. Et pour gérer un peu ces manifestations, il a lancé un appel pour un dialogue inclusif et a promis de mettre en place un comité pour définir les conditions de la participation des groupes rebelles appelés à ce dialogue. Mais le problème aujourd'hui est de savoir si ces déclarations sont vraiment sincères. Sincères. Des deux côtés. Des deux côtés. Ouais. Et entre-temps, les rebelles aussi ont demandé à discuter avec le pouvoir. Ce qui veut dire que nous avons deux positions. Et dans le camp Idriss, il y a deux camps qui s'opposent. Il y a ceux-là qui sont d'accord avec le dialogue et ceux-là qui ne sont pas d'accord avec le dialogue. Et qui sont prêts à mater les rebelles. De discuter avec les siens pour trouver une solution avant de faire face réellement à ce dialogue, si il en aura. Mais le problème encore aujourd'hui, c'est que la France doit dire oui, il faut faire. Et finalement, c'est la France qui décide selon vous. Puisque c'est la France qui a mis son fils à la place. C'est le fils de la France. Oui, c'est ça. Ah oui. Alors, qui a mis le fils de Idriss Déby à la place. Par contre, moi j'avais pensé qu'avec le décès de Idriss Déby, on aurait dû faire un gouvernement de transition pour faire venir tous ces groupes politico-militaires et sortir de cette solution et organiser une élection. Ben, aujourd'hui, on a donné le temps aux petits de s'installer. Et il y a des remue-ménages, il y a des assassinats ciblés depuis près de 4 mois au sein de l'armée, au sein des postes civils. Et c'est le clan Idriss qui a la manette. Ce qui veut dire que organiser vraiment un dialogue inclusif avec les groupes rebelles dont il a fait cas, moi je suis pessimiste. Alors, doyen, il faut le préciser, Idriss Déby fils se démarque un peu de la politique de son père. Il a autorisé des marches en N'Djamena et partout au Tchad. Il veut discuter également avec les rebelles. La question est posée à vous. Est-ce que ces discussions sont franches? Franches ou pas franches, elles doivent avoir lieu. Parce que vous voyez, quand vous êtes d'un même pays, vous vous revendiquez d'un même pays, et que chacun
a des opinions politiques divergentes, différentes. Moi, et chacun aussi jure qu'il veut développer le pays. Bon, il vaut mieux venir s'asseoir en parler plutôt que chacun soit dans le maquis. Parce que moi, le Tchad, depuis qu'on parle du Tchad, depuis par exemple les années 60, 70, 80, 90, quand on parle du Tchad, on parle du gouvernement N'Djamena et des rebelles cachés quelque part dans le Tibesti. Voilà, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas parler du Tchad sans parler de rébellion. Et maintenant, comme les Américains, les Français, les Anglais se sont entendus pour balayer Kadhafi et son régime et offrir toute la Libye à tous les terroristes du monde entier, bon, les gens en ont profité, ils se sont installés en Libye et ils envahissent les autres pays environnants, dont le Tchad, le Mali, le Niger et tant d'autres. Et nous, notre crainte aujourd'hui, c'est que ça en arrive jusqu'aux côtes du golfe de Guinée. Donc, il faut négocier. Le petit Déby, on dit, bon, il a succédé à son père, c'est la France qui l'a mis. Mais que la France l'ait mis ou non, il est là, il est assis. Maintenant, il faut qu'il ouvre le dialogue. Pourquoi? Quand tu es au pouvoir à N'Djamena, toi, tu es le gouvernement. Et l'autre est rebelle. Mais quand le rebelle vient et il prend le même pouvoir, là, il devient gouvernement. Et toi qui étais au pouvoir, tu es dans le maquis, tu es le rebelle. Donc, au fait, au Tchad, tout le monde est rebelle. Le gouvernement de N'Djamena est un gouvernement de rebelles. Parce que quand le papa Déby a fui devant Hissène Habré en 1991, mais c'était lui le rebelle. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, voilà, c'était lui le rebelle, il a pris le pouvoir. Tous ceux qui sont opposés à lui et qui tiennent des fusils dans le désert sont des rebelles. Étant donné que le gouvernement et opposants sont tous des rebelles, autant entre rebelles s'entendre pour se partager le pouvoir. Voilà, c'est des rebelles. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est pas comme au Togo, au Ghana, au Burkina, au Niger, où on fait des élections et quelqu'un vient. Non. Je viens avec ma Kalachnikov, je prends le pouvoir. Là, je dis aux autres, vous êtes des rebelles. Maintenant, eux, ils viennent, ils prennent le pouvoir, ils me chassent. Eux, ils disent que je suis rebelle. Entre rebelles, on devait quand même arriver à s'entendre un jour si on se revendique du même pays. Le Tchad est immense. Pourquoi ne pas en faire une fédération? 1 280 000 km², c'est quand même important. Il y en a qui aiment le désert, on leur donne le désert. D'autres aiment le sud avec le coton, machin. Bon, on leur donne le chaud et puis on fait une fédération à N'Djamena, gouvernement fédéral comme à Abuja, et puis le pays vit. Parce qu'on ne peut pas régler... Si le petit Déby ne négocie pas, mais les rébellions vont venir du sud. D'autres vont du nord de Libye, d'autres vont venir du Soudan, certains, pourquoi pas, vont venir du sud de la Centrafrique, mais ce serait, excusez-moi le terme, un bordel géant. Donc, il faut négocier et le petit Déby, tout le monde doit l'encourager à négocier. Maintenant, la France, malheureusement, la France n'a pas d'état d'âme. La France a des intérêts. Et sans ces pays-là, comme le Tchad, comme le Niger, le Mali, mais vous-même, vous savez que c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, mais c'est un président français a dit que sans ces pays-là, la France serait une petite puissance. C'est-à-dire que pour ne pas dire qu'elle ne sera plus une puissance. Donc la France a des intérêts. Et si moi j'étais français, j'agirais exactement comme la France fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qui assure mes intérêts là à court, moyen et long terme? Donc c'est pas la peine qu'on dise la France on pleurniche. La France n'a jamais écouté ceux qui pleurnichent. Elle écoute ceux qui ont la force. Donc c'est aux Tchadiens, aux petits Déby, de rassembler ses frères. Si la France sait que Déby va réussir le dialogue, que les Tchadiens vont s'entendre et qu'il n'y aura plus de guerre, mais la France ne sera pas heureuse non plus. Elle va inventer d'autres terroristes. Parce qu'en Libye, si tu fais comme ça, tu recrutes 1000 terroristes en 2 minutes, et si tu as les armes, les pick-up Toyota pour les lancer dans le désert, tu as créé une rébellion. Donc la France a en main beaucoup de fer au feu, et si ça se calme trop, on sort un, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est les intérêts entre États et on ne peut pas condamner la France pour ça. On ne peut pas condamner un pays où ses dirigeants d'aimer leur pays et de vouloir assurer les intérêts de leur pays. C'est ce que nous devons faire dans nos pays sans état d'âme. On est là avec des discours d'amitié, de fraternité. Mais c'est quoi ce bordel-là? Qui parle d'amitié, de fraternité entre des États? Qui parle de ça? Chacun doit s'occuper de ses intérêts. Alors, un dialogue inclusif pour jeter les bases d'un nouveau Tchad. Selon vous, Spiro Maouli, et quand on voit votre position,
président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie. Si on veut instaurer la démocratie au Tchad, quelles sont ses bases? Je suis un peu perplexe, hein, parce que je maintiens que je ne vois pas Idriss Fils chercher à asseoir la démocratie au Tchad. Parce que, et ça le doyen le dit très bien, ce n'est pas dans l'intérêt de la France qui est véritablement la démocratie au Tchad. Parce que si il y a véritablement la démocratie au Tchad, c'est clair qu'on va sécuriser le pays et le pays va fonctionner à base clos et va contaminer les pays qui sont proches. Or, si un pays sous colonisation française sort de ce lot-là, les autres pays vont vouloir suivre. Et ça n'arrange pas la France. Ouais. La France n'a, et il le dit si bien, la France n'a aucun intérêt. Et moi, ça je le dis depuis, je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que la France doit aimer les pays africains. Pourquoi? Quel est l'intérêt d'aimer les pays africains? Il n'y a aucun intérêt. En politique, c'est un échiquier où les gens jouent avec des intérêts. Si tu trouves intérêt, tu déplaces. C'est d'ailleurs pour ça qu'on tue les gens au nom de ce qu'on a appelé l'intérêt de l'État. Donc, c'est tout à fait normal ce que la France fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on vous fait venir au pouvoir par la force, vous ne pouvez pas asseoir la démocratie, puisque vous êtes tributaire de celui qui vous a fait venir, et vous devez faire sa volonté. Aujourd'hui, si Idriss dit « je tourne dos à la France » et que j'appelle les Tchadiens à venir pour qu'on fasse l'entente, on va lui créer quelqu'un d'autre qui va être un rebelle très puissant. Qui n'est pas dans le cadre des négociations. Absolument, il va être un rebelle très puissant et qui va venir. C'est pour ça que je disais tantôt que même ce dialogue-là, c'est juste calmer un peu les gens pour que lui-même, il arrive à se trouver ses appuis, son alliance avec la France, et pour qu'il maîtrise les gens. Il va intégrer 2 ou 3 opposants au pouvoir pour dire qu'on a fait un gouvernement de large union, comme les pays africains, c'est tant le dire. Et puis, l'affaire va se calmer. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la tendance dans tous les pays africains, c'est de chercher d'aspirer à plus de liberté. Donc lui, malheureusement, il ne pourrait pas véritablement, pendant au moins 5 ans encore, ne pas ouvrir au système démocratique. Donc il va se permettre de donner les petites libertés qui n'empiètent pas véritablement sur sa façon de pouvoir s'asseoir. Mais les vrais démocrates qui vont vouloir l'empêcher de faire ce qu'il veut, vous allez voir, il va commencer par les coincer, comme on sait le faire si bien en Côte d'Ivoire ou d'autres pays. Et puis, il aura le champ libre et il pourrait alors faire son règne. Étant entendu que je suis sûr que lui aussi va vouloir rester pendant 15, 20, 30 ans, autant le plus long possible, et peut-être penser à transmettre le pouvoir à un de ses fils également. N'oublions pas le petit-fils de Idriss Déby. N'oublions pas. C'est de la caricature. C'est vrai. Mais n'oublions pas que, et ça, c'est peut-être ça qui va être le facteur déterminant, tous les Tchadiens aiment se sentir guerriers. Ah oui, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Et c'est en ce moment-là qu'il risque d'avoir toujours une rébellion contre lui, avec la terre fertile de la Libye en termes de résistance. Et Fiokla, en tant que Beno, aujourd'hui, on voit que ces rebelles ne constituent qu'une seule partie des problèmes de Idriss Déby fils. Il y a également des opposants, surtout Wakitama, dans lequel on a aussi des partis politiques, les transformateurs et autres, qui également parlent. On ne les voit pas trop. On veut d'abord s'occuper des rebelles. Non, le problème, c'est que ceux qui ont des partis politiques et qui résident à N'Djamena, il n'y a pas de problème avec eux. C'est ceux-là qui ont la force militaire, qui peuvent agir, tuer, comme ça a été fait entre-temps. C'est ceux-là qui sont les dangers. Et Feu Gnassingbé Yadema a dit, entre-temps, il faut avoir ses opposants avec soi que de les avoir à l'extérieur. Parce que ce qui avec soi, vous pouvez les maîtriser. Discuter entre vous que de les avoir derrière la frontière, parce que ce qu'il fait là-bas, tu ne sais pas. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, M. Idriss Déby fils a effectivement voulu discuter avec les forces politico-militaires, mais avec une ruse.
il est en train de procéder à une ruse parce qu'il sait que il ne peut pas le partage du pouvoir. Si ces rebelles-là, si ce dialogue... il ne peut pas être franc dans le dialogue. Dans le dialogue. Et les groupes rebelles seront francs. Quand il a posé, quand il a dit qu'il va mettre en place un comité pour la mise en place des modalités de leur participation, là, ça pose problème. Il ne doit plus avoir de modalités, de conditions. Oui. On va mettre en place un comité pour définir ce qu'on doit faire. Point. Ce comité-là, on doit avoir aussi des délégués des rebelles. Ça doit être une commission mixte où les autres là aussi vont participer, ils vont sortir un produit fini et on va donner la date de ce dialogue avec toutes les garanties possibles. Puisque, entre-temps, notre France, tous les chefs d'État de l'année 60 à 80 qui n'ont plus voulu regarder dans la même direction ont été tués ou renversés. C'est ça. Alors, doyen, ce n'est pas seulement le pouvoir de N'Djamena qui pose des conditions, les groupes rebelles également ont posé leurs conditions, la libération des militaires emprisonnés. Oh, ça, c'est le moindre mal. Je crois que Spiro a dit que, bon, ou bien c'est lui qui a dit qu'au Tchad, tout le monde fait la guerre. Mais en fait, le Tchad, c'est quoi? On parle du Tchad, mais le Tchad est multiple. Toutes les populations du Nord jusqu'au centre, les Toubous, les Gorans, les Arabisans, les Touaregs, les machins, les ceci, les cela. Mais chez eux, le pouvoir, comme le disait Mao Tse-tung, le pouvoir est au bout du fusil. Il ne faut pas lui parler de démocratie. Qu'est-ce que tu appelles comme ça? Lui, il tient sa Kalachnikov et tu lui parles de démocratie, mais tu prends une rafale. Maintenant, au-delà de ces tribus du Nord, un peu arabisantes et guerrières, se trouvent quand même des tribus du Sud qui, elles autres, ne veulent pas la guerre. Vous n'avez jamais entendu le nom d'un noir du Sud tchadien mêlé à ces contorsions guerrières. La dernière fois, quand le père Déby est mort, j'ai entendu comme un cheveu sur une soupe. J'ai vu un noir, un jeune, qui s'appelle Destin Nasra, un nom, façon comme, voilà, qui aussi parle démocratie. Mais quand je le vois parler démocratie, je dis c'est normal. Comme il est noir, il ne peut qu'être naïf. Vous voyez, c'est pas pour insulter nous les Noirs, mais comme il est noir, dans un contexte comme le Tchad, tu ne peux pas parler de démocratie, d'élection ceci, d'élection cela, de droits de l'homme. C'est pas possible. Maintenant, tous les tenants d'armes, qui sont les rebelles, multi-groupes, ceci, ils viendront. Et moi, je dis ceci. Déby n'a pas d'autre choix que de négocier avec eux. S'ils obtiennent même un minimum, ne serait-ce qu'un cessez-le-feu, hein, que les forces armées tchadiennes soient déployées à d'autres tâches, plutôt que d'être toujours dans des réseaux à travers le Sahara, bon, je crois que c'est déjà quelque chose de gagné. Quant à Kaka, le fils Déby, mais il restera au pouvoir autant qu'il pourra, tant qu'il assure la paix et les intérêts de la France. Tant qu'il les assure, la paix pour les populations, tout le monde applaudit. Les intérêts de la France, Paris applaudit. Bon, il peut rester là-bas. Bon, pas jusqu'à ce que son fils devienne président, parce que lui-même, il est tellement jeune que dans 60 ans, il serait encore au pouvoir. Son fils même serait vieux. C'est comme la reine d'Angleterre et le prince Charles. Alors, doyen parle de succès Masra. Cela veut dire que l'opposition politique est pour le moment enterrée. C'est ce que vous voulez dire? Elle est en veilleuse. Okay. Et j'aurais même appris que le Togo, le chef de la diplomatie togolaise, joue et continue par jouer un rôle important pour la mise en place de ce dialogue depuis un certain temps. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi, en fait, hein, il ne faut pas non plus minimiser la force, la volonté des gens sans armes. Il y a des révolutions qui se sont faites sans armes qui ont marché. On a vu la révolution de Jasmin, par exemple. Oui, mais c'est vrai que la particularité du Tchad, c'est que tout le monde aime tirer là-bas. Et c'est pratiquement la même chose qu'on trouvait dans les pays arabes, mais ils ont compris maintenant que les armes ne sont pas forcément la solution. Mais une des solutions aurait été simplement qu'on fasse une fédération ou une confédération. Comme le doyen l'a dit tout à l'heure. L'État unitaire pose véritablement un problème maintenant dans nos pays africains. Mais dans le même temps, nous sommes en train de parler de panafricanisme
de regrouper tous les pays dans le même temps, on trouve que malheureusement, les structures ne permettent pas d'avoir un pouvoir central qui puisse gérer des pays aussi vastes que par exemple le Mali, que par exemple le Niger, que par exemple le Tchad. Et donc il faut encore... La RDC aussi. La RDC aussi. Vaste. Oui, mais la RDC a déjà essayé avec des départements, des gouvernements, des provinces. Oui. des provinces, voilà. Mais c'est qu'au fond, ces choses-là existent, mais il y a toujours le pouvoir central qui veut influer véritablement. Donc on n'a pas encore trouvé en Afrique le bon mécanisme de la fédération. C'est vrai que le Nigeria est en avance, mais il y a des moments où le Nigeria aussi flotte. Et c'est justement ce génie-là qu'il faut trouver pour le Tchad. Sinon, Déby, petit-fils, prendra le pouvoir. Allez, on va marquer donc la pause pour le journal. On revient avec nos invités parler du Burkina Faso et du Togo.